Si vous étiez coincé à Manhattan en compagnie d'un monstre terrifiant prêt à vous tuer à tout moment, que feriez-vous? Je vais vous expliquer les erreurs commises, ce que vous devriez faire et comment battre le monstre extraterrestre dans Cloverfield. Ce groupe d'amis est sur le point de découvrir qu'une bête gigantesque se dirige vers la ville de New York. Robert séjourne chez sa petite amie Bess dans le centre de Manhattan. Muni d'un caméscope, il regarde des photos de famille de Bess avant d'entrer dans la chambre de la jeune fille et de la réveiller. Plus tard, Robert s'amuse avec sa petite amie et Bess lui avoue qu'elle n'est jamais allée à Coney Island. Il insiste pour qu'ils y aillent le plus vite possible. Bess prend la caméra et elle lui demande ce qu'il veut faire d'autre aujourd'hui. Un mois plus tard, Jason, le frère de Rob, se promène dans la ville de New York avec sa petite amie Lily. Il joue avec les réglages du caméscope pour essayer de comprendre comment l'appareil fonctionne. Dans un magasin, il demande pourquoi elle a insisté pour qu'il emmène la caméra. Et la jeune fille lui dit qu'elle veut qu'il enregistre les témoignages des invités qu'ils ont conviés à la fête de départ de son frère. Plus tard dans la journée, Jason va voir son ami Hudson. Il lui demande de l'aider à faire le tour de la fête et de la filmer à sa place. L'homme hésite à accepter, mais Jason lui révèle qu'une fille qu'il aime bien sera à la fête, ce qui convainc l'homme d'accepter le job. Il tourne la caméra vers Jason, qui souhaite bonne chance à son frère au Japon, lui dit qu'il l'aime, puis demande de couper la caméra. Plus tard, Hudson tombe sur Lily qui lui demande pourquoi il tient la caméra. Il avoue que Jason lui a demandé de le faire, mais qu'il prend le travail très au sérieux. Et il demande à Lily de faire un témoignage. Elle plaisante sur le fait que Robert la laisse s'occuper seule de son frère, mais c'est alors que Jason l'interrompt pour lui demander de quoi elle parle. Lily reprend là où elle a été coupée et adresse un message émouvant au frère de Jason. Elle lui souhaite bonne chance et lui avoue qu'elle le considère aussi comme un frère. Hudson voit arriver celle pour qui il a le béguin, Marlena. Il zoome sur elle avec la caméra pendant que Lily termine son discours et il réalise qu'il vient de gâcher l'enregistrement. Plus tard, il prend son courage à deux mains pour interviewer Marlena. Mais à la dernière seconde, il dévie la caméra et la pointe sur le visage d'un autre ami. L'homme s'approche ensuite de Marlena et l'interroge sur le frère de Jason. Et il demande qu'elle lui adresse un message pour sa fête de départ. Il insiste pour que la fille dise quelque chose, mais elle refuse de répondre. C'est alors qu'il passe derrière le bar pour la forcer à témoigner. Elle cède et souhaite à l'homme bonne chance pour son avenir. Et elle réalise qu'ils ne se sont rencontrés que quelques fois, et à chaque fois, ils étaient bourrés. Marlena demande à Hudson qu'il lui remette une carte de visite, avant qu'elle ne parte pour un séminaire avec sa société. Hudson tente d'engager la conversation, mais la fille part chercher de la nourriture et ignore complètement ses avances. Ok, ces gens passent tous une soirée chaleureuse. Il n'y a apparemment rien qui cloche ici. Mais il y a quelque chose que Rob aurait pu faire pour que lui et ses amis quittent la ville de New York avant que tout ça n'arrive. L'enregistrement que Rob et Bess avaient fait au début datait d'un mois avant la soirée de départ de Rob, ce qui signifie que celui-ci avait eu tout un mois pour visionner la cassette avant que la fête ne soit programmée. S'il avait regardé la cassette plus attentivement, il aurait vu qu'à la toute fin, à 18h17, dans le coin le plus à droite de l'océan, un satellite s'était écrasé dans l'eau et avait créé une petite vague sur le rivage. Rob et Bess étaient loin de l'océan, il est donc logique qu'ils ne l'aient pas remarqué à ce moment-là. Mais quelqu'un a dû voir un débris tomber de l'espace. Coney Island est un endroit très fréquenté par de nombreuses personnes, qui visitent surtout le parc d'attractions, et l'objet est tombé directement dans leur champ de vision. La chute d'un objet dans l'océan au large de New York devrait soulever de nombreuses questions. Non seulement l'événement aurait été hautement surveillé par le gouvernement, mais il aurait également dû être signalé au public. Même si d'une manière ou d'une autre, personne sur Terre n'avait vu le satellite s'écraser, la NASA, elle, aurait dû s'en apercevoir. Les satellites ne s'écrasent pas tous les jours dans l'océan sans raison, et il aurait fallu que la NASA effectue une mission de recherche pour découvrir ce qu'était le satellite. Non seulement ils auraient trouvé le satellite, mais ils auraient aussi trouvé la créature qui est sur le point de faire des ravages dans la vie de tous ces gens. Et dans le cas où le gouvernement aurait essayé de dissimuler ses découvertes, Rob dispose d'une séquence importante qui aurait pu le mener à cette conspiration. Quoi qu'il en soit, une bête géante préhistorique du genre de Godzilla ne surgit pas de l'océan sans qu'il y ait des signes avant-coureurs, ou une raison pour que ça se produise. Et si Rob avait prêté attention à l'étrange satellite, ils auraient su que quelque chose de terrible se préparait. À l'étage, il se prépare à fêter le principal intéressé, Robert. Celui-ci arrive et trouve des douzaines d'amis qui sont là pour lui souhaiter bonne chance. Surpris, il se demande comment ils ont pu organiser ça à son insu. On lui offre un verre et la foule exige qu'il fasse un discours. Rob leur dit qu'il a été complètement pris de court par la surprise et il remercie son amie Lily d'avoir organisé tout ça. Mais il abrège et il invite tout le monde à faire la fête. Plus tard, Hudson interviewe l'invité principal pour qu'il puisse regarder l'enregistrement avant son départ pour le Japon. Le jeune homme joue le blasé, mais il admet que c'était une agréable surprise. Il demande à Hudson si Bess va faire une apparition. La nuit se prolonge et les fêtards sont de plus en plus ivres.
Alors que ce couple entre dans l'appartement, Jason s'interroge sur l'identité du nouveau venu. Rob s'approche pour saluer sa désormais ex-petite amie Bess et elle le présente à son ami Travis, qu'il félicite pour son nouveau poste de vice-président. Hudson fixe la caméra sur le visage du nouveau venu pendant que les frères leur disent de profiter de la soirée. Hudson filme le nouveau couple en train de se mêler aux autres invités avant de faire un plan sur Rob. Il s'approche de lui pour s'assurer que tout va bien. C'est alors que Rob demande à Hudson s'il utilise sa caméra. Il lui demande s'il a changé de bande afin de ne pas écraser ce qui s'y trouvait auparavant. Et malheureusement, l'homme confirme qu'il ne l'a pas fait. Confus, Hudson lui demande pourquoi il semble si abattu. Et l'homme continue de descendre un verre après l'autre. Plus tard, le caméraman s'approche de Bess et lui demande de faire un témoignage d'adieu pour Rob. Elle hésite à donner une réponse et elle demande à son nouveau petit ami d'aller chercher un verre. Nerveuse, elle demande à faire son message dans la cuisine. Elle détourne le regard de la caméra pour parler de leur relation. Elle le félicite pour son nouveau travail et avoue que son ex va lui manquer. C'est alors que Rob l'interrompt pour avoir une conversation en privé avec elle, et Hudson dit à son frère qu'il se passe quelque chose dehors entre les deux ex. Il les enregistre tous les deux discrètement alors qu'ils se disputent au sujet de son nouveau mec. Mais c'est alors qu'ils aperçoivent Hudson. Lily lui dit de retourner à l'intérieur, et elle précise que tout n'a pas besoin d'être filmé. Le caméraman continue d'insister auprès de Lily pour savoir pourquoi ils se disputaient, mais elle refuse de répondre. Jason intervient, la coince dans la cuisine et insiste pour qu'elle révèle ce qui se passe. Lily cède, mais à condition qu'ils arrêtent de filmer. Elle baisse la caméra et elle lui révèle que Rob et Bess ont couché ensemble il y a quelques semaines et qu'elle a promis de ne rien dire depuis. C'est alors que Hudson se dirige vers ses autres amis pour les informer de la nouvelle choquante. Et Hudson se dirige ensuite vers Marlena pour lui raconter ce qui s'est passé. Il dérange les autres fêtards qui refusent de le croire et lui reprochent de vouloir provoquer un drame. C'est alors qu'il aperçoit Bess et son nouveau mec qui quittent la fête. Une fois de plus, il souhaite à Rob bonne chance pour son nouveau travail, et ce dernier ne peut s'empêcher de faire une remarque sournoise au nouveau petit ami. Plus tard, Lily insiste pour que Jason et lui s'assurent qu'il va bien. Il parle avec l'homme dont le cœur est brisé. Il admet qu'ils ont couché ensemble, mais leur relation s'est dégradée et ils se sont séparés. Jason dit à son frère que Bess est trop bien pour lui, et que c'est pas en allant au Japon qu'il va régler tous ses problèmes comme par magie. Mais ils insistent pour qu'il essaie de la reconquérir une dernière fois. Tout à coup, un grondement traverse la ville entière, causé par un impact qui provoque même l'extinction temporaire de toutes les lumières de la ville. Les fêtards paniquent et se demandent ce qui vient de se passer. Ils se branchent sur les nouvelles à la télé qui les informent d'un risque de tremblement de terre dans le sud de Manhattan et qu'un pétrolier a chaviré dans le port de New York à côté de la Statue de la Liberté. Tout le monde est terrifié, mais ils ne se rendent pas compte qu'un monstre gigantesque est sur le point de s'inviter à la fête. Ok, tous ces gens viennent de sentir leur immeuble trembler au beau milieu de la fête d'adieu de Rob. Il n'y a généralement pas de tremblement de terre à New York, et l'idée d'être dans un immeuble alors que la ville tremble sous mes pieds est absolument terrifiante. Si c'était moi à leur place, dès que j'aurais vu le bulletin d'information, je serais sortie de l'appartement et j'aurais fui la ville. En même temps, la ville de New York n'est pas connue pour ses tremblements de terre. Donc ça m'amènerait à penser qu'il se passe quelque chose d'autre. Environ 6 lignes de faille traversent Manhattan. La ville a déjà connu des tremblements de terre, mais c'est très rare. Et il n'y a eu que 2 tremblements de terre qui ont causé de réels dommages à la ville. En cas de tremblement de terre, le meilleur scénario consiste à se mettre au sol dans un endroit dégagé, loin des bâtiments, des poteaux téléphoniques et des grands arbres. Ce qui signifie que New York est un des pires endroits où on puisse se trouver quand un tremblement de terre se produit. Un endroit comme Central Park, loin des arbres, serait le meilleur endroit de la ville. Mais dès que j'aurais quitté le bâtiment, je me serais rendu compte qu'il y avait en fait un monstre géant en liberté, et je devrais alors revoir mes plans. Cependant, ma première pensée serait qu'il s'agit d'une attaque terroriste. Comme les secousses viennent d'en bas, j'aurais tendance à penser que soit un autre bâtiment à proximité s'est écroulé, soit une bombe a explosé au sol. Dans ces 2 situations, il n'est pas bon d'être à l'étage d'un bâtiment. Mais si quelque chose a explosé, il est tout de même préférable de rester à l'intérieur, à l'écart des fenêtres et des chutes de bris de verre. Plutôt que de partir à ce moment précis avant même de savoir ce qui se passe, un bon compromis serait de prendre d'abord les escaliers au lieu de l'ascenseur pour descendre à l'étage inférieur du bâtiment au cas où l'électricité ne fonctionnerait plus. Ensuite, je vérifierai si le bâtiment lui-même a un sous-sol ou un abri souterrain qui pourrait me protéger des débris qui tombent. Si une attaque terroriste avait lieu, le sol me protégerait du poids des bâtiments qui s'écrasent. Et comme il y a un monstre en liberté, je serai à l'abri des attaques de ses pattes. Puisque le monstre est en liberté et qu'il se déplace, je ressentirai moins les secousses et l'impact du sol au-dessus de moi quand il se déplacera à travers la ville, et je m'enfuirai là où le monstre n'est pas allé. Jason propose d'aller sur le toit et de chercher des signes qui confirmeraient ce que le reportage a dit, et il persuade les autres de le suivre. Tout à coup, ils aperçoivent une énorme explosion dans le centre-ville et des débris en feu qui se dirigent directement vers eux. Les fêtards s'engouffrent par la sortie de secours tandis que l'enfer est en train de se déchaîner. Terrifiés, ils descendent dans les rues où des centaines d'autres civils fuient dans la panique.
Les fêtards perdent Jason de vue, et ils ne parviennent pas à l'apercevoir parmi les civils en panique. Tout à coup, un objet volant percute ce grand bâtiment et projette des débris en direction des fêtards. Les civils commencent à prendre des photos de la tête de la Statue de la Liberté tombée à terre, tandis que Jason retrouve sa petite amie. Tout à coup, ils aperçoivent une créature vivante entre les gratte-ciel. Au loin, un autre immeuble s'effondre et des débris et des nuages de poussière se répandent dans leur direction. La foule fuit pour échapper à la mort et se réfugie à l'intérieur des bâtiments pour se protéger du danger. L'épais nuage de poussière empêche de voir dehors et les lumières sont complètement éteintes. Ils remarquent des personnes prises au piège dans le nuage de poussière. Les lumières se rallument quand tout à coup les fenêtres se brisent et un brouillard de fumée envahit le magasin. Le groupe supplie leur ami de ne pas partir, mais ils le suivent à contre-cœur et découvrent ce qui se passe à l'extérieur. Le feu et les débris ont recouvert les rues de Manhattan et ils l'ont rendu presque méconnaissable. Hudson se retourne pour voir les fêtards qui discutent sur ce qui vient de se passer. Le caméraman entend les gens parler d'un monstre étrange et Jason demande à voir l'enregistrement. Hudson dit à la foule qu'il a un enregistrement et ils le regardent ensemble. Ils aperçoivent alors la créature. Jason tente de raisonner le groupe de civils paniqués et insiste sur le fait que tout ce qu'ils peuvent faire, c'est quitter Manhattan et se mettre à l'abri. Le caméraman filme Lily qui s'interroge sur la suite des événements. Choquée par l'incident, Marlena mentionne que la créature mangeait des gens avant qu'ils ne se dirigent en groupe vers un endroit sûr. Ils traversent le pont de Brooklyn sous la direction de la police qui les informe de ce qu'ils doivent faire une fois qu'ils auront atteint le prochain quartier. Hudson braque la caméra sur Rob qui parle au téléphone avec son ex-petite amie Bess. Il insiste pour qu'elle se calme et lui demande de décrire l'endroit où elle se trouve. Hudson fait ensuite pivoter la caméra et il voit des civils paniqués et des hélicoptères qui s'entremêlent dans un chaos total sur le pont. Il zoome sur Jason qui est accroché à un poteau électrique et il demande à l'homme pourquoi ils ont arrêté de bouger. Tout à coup, une queue géante brise le pont en deux à l'endroit où se trouvait Jason. Lily panique quand elle voit son petit ami disparaître et le caméraman s'enfuit tout en regardant le pont s'écrouler derrière lui. Marlena se dirige vers Brooklyn et tombe sur Lily qui est dévastée par la mort de son petit ami. Hudson s'approche de Rob et s'excuse pour sa perte. Puis il pointe la caméra sur un groupe de voleurs qui dévalisent une épicerie. Il oriente ensuite la caméra vers Rob et il voit l'homme complètement incrédule face à ce qui se passe. Hudson tente d'attirer son attention et il le voit lutter avec son téléphone et crier aux autres qu'il n'a plus de batterie. Tout à coup, Rob court vers le magasin et Hudson le poursuit. Il pointe la caméra vers une télé qui montre le pont de New York complètement balayé et cette mystérieuse créature qui provoque un chaos absolu dans le sud de Manhattan. C'est alors qu'il remarque des véhicules militaires qui passent à l'extérieur et qui demandent aux civils de quitter les lieux immédiatement. Le caméraman se retourne vers Rob et le voit parcourir les rayons avant de remarquer des voleurs à l'étalage qui regardent les informations d'un air absent. Il regarde une créature extraterrestre détruire les rues de Manhattan et il remarque que de petits objets tombent d'en haut. Il réalise rapidement qu'il s'agit en fait de créatures vivantes qui commencent à attaquer tout le monde autour d'eux. Ok, il y a un monstre en liberté et ces gens se sont retrouvés en face à face avec lui. Il détruit tout sur son passage et personne ne sait quoi faire. La ville de New York est bondée de monde et une créature géante semblable à Godzilla détruit les bâtiments à gauche, à droite et au centre. Un pont est tout aussi vulnérable sous les attaques de la créature et faire sortir les gens de la ville par les airs est voué au désastre si le monstre se montre. Même si le monstre n'atteint pas les New-Yorkais, la panique pourrait créer une bousculade et entraîner la mort des personnes qui fuient. Les militaires auraient dû emmener tout le monde dans les souterrains et les faire sortir de la ville par les voies du métro. Le métro de New York traverse Manhattan, le Queens et Brooklyn, ce qui signifie que tout le monde pourrait s'éloigner du monstre sans avoir à aller à l'extérieur. Pour l'instant, le monstre se trouve dans le centre de Manhattan, et si on faisait descendre les gens dans le métro, on pourrait les aider à se rendre dans les quartiers périphériques où un contingent militaire plus important pourrait les emmener aussi loin que possible de la ville. Les militaires essaient de contenir le monstre, et s'ils conduisent tout le monde sous terre, ils pourront utiliser des bombes et des missiles pour l'abattre, et ainsi éviter les pertes civiles. Cependant, le fait d'aller dans les souterrains pose un problème, parce qu'il y a le risque que les petits monstres qui tombent du plus grand monstre rampent jusqu'au métro et s'attaquent aux New-Yorkais. Mais si l'armée envoie des soldats dans le métro pour ouvrir la voie aux civils, ils assureront la sécurité avec leurs fusils d'assaut et seront en mesure de dégager un chemin pour que tout le monde puisse circuler. Le monstre a détruit des bâtiments, mais il n'est pas encore entré dans les souterrains. Il est donc peut-être fort, mais pas assez pour s'attaquer à la chaussée. Si les gens se cachent à l'abri des regards, il restera concentré sur les forces militaires qui l'attaquent, ce qui permettra à Rob et aux autres New-Yorkais de s'échapper. On ne sait pas à quel point le monstre est intelligent, mais si on se base sur le fait qu'il utilise principalement la force brute pour attaquer, il ne semble pas avoir une bonne stratégie, et Rob et ses amis pourraient être en mesure de s'enfuir en étant tout simplement plus malins que lui. Les filles se précipitent sur Rob et exigent de quitter le magasin immédiatement, mais il est trop occupé à prendre un appel téléphonique. Rob leur demande de se calmer un instant,
et il reçoit un message vocal bouleversant de son ex qui l'informe qu'un mur de l'appartement lui est tombé dessus et qu'elle ne peut plus bouger. Il décide de se rendre à l'appartement de son ex à Midtown pour la sauver, même s'il sait que le monstre est juste là. Il dit aux autres de suivre les militaires et insiste sur le fait qu'on ne le fera pas changer d'avis. C'est alors que Lily se porte volontaire pour l'accompagner. Mais Marlena tente de les en empêcher et elle mentionne que la jeune fille pourrait déjà être morte. Ils marchent dans les rues désertes quand tout à coup la jambe du monstre apparaît de derrière le bâtiment et un missile leur passe juste au-dessus de la tête. Le groupe fuit les tirs des militaires et Hudson filme les soldats qui courent vers le monstre, tandis que ses amis se cachent dans un escalier. Dans le tunnel, Rob cherche un endroit où aller et suggère de passer sur un autre quai et de vérifier les rues à partir de là. Hudson insiste sur le fait que ça ne sert à rien, tandis que l'homme continue à réfléchir à un moyen d'atteindre le bâtiment de Bess. Plus tard, pendant qu'ils attendent, Rob reçoit un appel de sa mère. Il prend l'appel et il prétend qu'ils sont en train d'être évacués, mais il lui annonce aussi que Jason est mort. Plus tard, Hudson et Marlena remarquent que les autres font quelque chose dans le coin. Ils s'approchent pour voir ce qui se passe et Rob leur montre les lignes du métro de New York. Et il révèle qu'il y a un chemin direct à travers les voies qui mène à l'appartement de Bess. Ils remarquent que les lumières s'allument et s'éteignent, et ils décident d'emprunter les tunnels obscurs pour retrouver leur ami disparu. Ils aperçoivent des rats qui courent dans l'obscurité et qui se dirigent dans une seule direction. Rob pense qu'il pourrait fuir quelque chose, et le groupe décide de sortir du métro une fois qu'ils auront atteint la prochaine station. C'est alors qu'ils entendent un bruit inquiétant venant de derrière. En silence, Rob aide le caméraman à activer la vision nocturne de la caméra. Tout à coup, ils aperçoivent suspendus au-dessus d'eux de terrifiantes créatures qui ressemblent à des araignées, et ils s'enfuient pour sauver leur peau. Ok, Rob a perdu la tête. Au lieu d'essayer de quitter New York avec le reste de la ville, il a décidé de se rendre dans les quartiers chics où Bess est coincée dans son immeuble. Marlena est la seule voix de la raison, quand elle dit que Bess n'est peut-être plus en vie et qu'ils doivent partir. Mais malheureusement, personne ne l'écoute et ils sont tous sur le point d'en payer les conséquences. Si c'était moi à leur place, pendant que les militaires sont en train de combattre des créatures préhistoriques géantes, j'essaierais de trouver l'arme la plus puissante pour me protéger contre tout ce que je rencontrerais, au lieu de descendre dans le métro sans armes. Rob et ses amis ont la bonne idée de descendre dans le métro. Le métro est fermé et aucun train ne circule. Donc marcher dans les tunnels souterrains, c'est le moyen le plus sûr de circuler sans se retrouver face à face avec le monstre. Le problème de Rob et de ses amis, c'est qu'ils n'ont aucune protection. Ils pensent qu'ils seront à l'abri du monstre géant s'ils ne sont pas dehors, mais ils oublient qu'ils larguent d'autres petits monstres qui pourraient ramper jusqu'au métro et les attraper. Il y a beaucoup de morts à la surface, et beaucoup d'entre eux sont des soldats qui n'ont plus besoin de leurs armes ou de leur équipement de protection. Plutôt que de foncer dans le tunnel, je courrais à l'étage et je prendrais le plus de fusils d'assaut possible pour nous armer tous les 5. Les armes font peu de dégâts sur les plus gros monstres, mais elles pourraient être utiles quand il s'agira de s'occuper des plus petits. L'autre chose que Rob et ses amis oublient, c'est que Bess semblait blessée dans son message vocal. Elle dit qu'elle est coincée sous le mur. Ça ne sert à rien d'aller la chercher si elle est en train de se vider de son sang quand ils arriveront. Il serait donc utile de se munir de tout le matériel d'urgence qu'un infirmier mort pourrait avoir sur lui. Les amis doivent également être conscients de l'endroit où ils se rendent afin de ne pas se perdre et d'éviter de tourner en rond. Du coup, s'ils pouvaient s'emparer d'une boussole sur un cadavre, celle-ci indiquerait le nord et les guiderait vers le centre-ville. Les amis devraient se préparer à trouver d'autres groupes de personnes en bas et essayer de former des alliances avec eux. Il pourrait y avoir d'autres personnes avec une mission similaire, et s'ils peuvent s'allier avec elles, ils augmenteraient leurs chances de survie contre les monstres qu'ils rencontreraient. Marlena est attaquée par un des monstres et le groupe réussit à le repousser, tandis que Hudson est lui-même attaqué. Marlena attaque la créature et est renversée avant que Hudson ne la sauve d'une autre créature. Ils agissent rapidement et courent dans la pièce latérale pour se mettre à l'abri et empêcher les araignées de les suivre à l'intérieur. Hudson ramasse la caméra et nettoie les taches sur l'objectif avant de la pointer vers Marlena, montrant les grosses blessures qui lui ont été infligées. Rob défonce un distributeur automatique et saisit quelques bouteilles d'eau pour nettoyer les blessures de la jeune fille. Confus, Hudson se demande pourquoi les créatures semblent vouloir l'entraîner quelque part, et il remercie Marlena de lui avoir sauvé la vie. Le caméraman s'approche de Rob et lui dit que Marlena est dans un sale état. Ils sont coincés dans cette pièce souterraine alors que des monstres assoiffés de sang sont à l'extérieur. Ils n'ont pas d'autre choix, et Rob leur dit qu'ils doivent faire quelque chose. Sinon, ils mourront d'une mort atroce. Le groupe franchit cette porte mystérieuse et arrive à la station de la 59e rue. Ils se dirigent vers la sortie et se retrouvent dans une partie éclairée de la station, à l'abri de ses portes vitrées. Hudson demande s'il y a des survivants, mais c'est alors qu'il remarque que quelque chose ne va pas avec Marlena. Elle affirme qu'elle va bien et ils continuent d'avancer, quand tout à coup, un groupe de soldats arrive et les retient. Ils acceptent de suivre leurs ordres et de les accompagner, tandis que Rob les supplie de porter secours à la jeune fille blessée. Ils sont conduits dans une pièce remplie de civils blessés et c'est alors que ce soldat annonce qu'ils partent dans 15 minutes. Hudson continue de harceler le soldat au sujet des blessures de Marlena, mais il est forcé de s'éloigner et Hudson reçoit l'ordre d'éteindre sa caméra.
Plus tard, Rob s'oppose à ce qu'on l'emmène dans un hélicoptère loin de la zone sinistrée. Il affirme qu'il doit partir à la recherche de son ex-petite amie et refuse qu'on lui dise non. C'est alors que le caméraman fait un plan sur Marlena et il réalise que la jeune fille blessée est dans un état critique. Les médecins constatent son état et l'emmènent de force tandis que les autres tentent de les en empêcher. Tout à coup, Marlena explose sous leurs yeux et ils sont entraînés dans un tunnel latéral. Ce soldat insiste sur le fait qu'il n'y a rien à faire et il demande à ses subordonnés de préparer les hélicoptères pour le sauvetage. Choqué, le groupe se demande ce qui vient d'arriver à leur ami avant que le soldat ne les escorte dans le tunnel. Il dit à Rob qu'il ne les empêchera pas de chercher leur ami, mais il les avertit que le gouvernement envisage de faire sauter tout Manhattan pour se débarrasser de cette menace extraterrestre. Il informe le groupe que les ponts aériens partent depuis la 40e et Park, mais que le dernier quittera l'île à 6 h du matin. Ça signifie que s'ils arrivent plus tard, le groupe sera anéanti en même temps que le reste de la ville. Ok, Rob prend vraiment des risques par amour. Il a l'occasion parfaite de se tirer de là avec ses militaires et il la gâche pour retrouver son ex-copine. Ils sont complètement stupides de ne pas suivre les militaires. Mais si Rob insiste toujours pour partir à la recherche de Bess, il devrait au moins se munir d'un équipement de protection et de quelques armes. Ces hommes sont tous des membres entraînés des forces armées, et pourtant, ils sont complètement dépassés par ces trucs. Rob et ses amis sont prêts à repartir vers l'inconnu sans rien pour affronter le danger, et ils n'ont reçu aucune formation qui les aurait préparés à cette situation. D'accord, certains de ces militaires ont aussi subi des blessures graves, mais ils viennent de voir ce qui est arrivé à Marlena, et ils devraient faire tout ce qui est en leur pouvoir pour éviter d'être mordus, dans la mesure du possible. Si Marlena avait eu plus que sa chemise pour la protéger, la morsure du monstre n'aurait peut-être pas traversé sa peau, et ne lui aurait pas causé de graves blessures. Les amis sont également arrivés dans les environs de l'appartement de Bess. Ils n'ont donc pas l'intention de retourner sous terre de sitôt. Ça signifie qu'ils devraient essayer de trouver des moyens de passer le moins de temps possible dehors. L'utilisation d'une voiture n'est pas envisageable parce que les routes sont impraticables et manœuvrer avec un gros véhicule serait difficile. Mais s'ils trouvent une moto ou un vélo, ils pourraient s'en servir pour passer d'une rue à l'autre en un rien de temps. Avant que Rob et ses amis ne partent, ils devraient également essayer de coordonner le moment où ils seront en route pour Bess avec celui où les militaires lanceront une attaque contre le monstre un peu plus loin. Pour l'instant, ce type est prêt à les aider. Et s'il comprend parfaitement quel est leur prochain plan d'action, les amis pourraient déterminer à quel moment ils devront se déplacer et éviter le monstre autant que possible. Il serait préférable de le faire avant que les militaires attaquent le monstre. Ils seraient alors trop occupés à les combattre pour vouloir s'échapper et prendre la même direction que Rob et ses amis. Le soldat leur indique la 58e rue, et le groupe suit cette direction tout en discutant de ce qui a mal tourné avec Marlena. Rob s'approche et leur dit qu'ils doivent partir à la recherche de Bess. Ils se rendent à l'appartement de celle-ci et ils découvrent que tout l'immeuble a été détruit. Rob mentionne qu'elle vit au 39e étage, et il suggère qu'ils aillent à l'intérieur pour voir ce qu'ils peuvent faire. Ils se précipitent dans le bâtiment avec Rob et constatent que tous les ascenseurs sont hors service. Ils empruntent l'escalier de secours et parviennent aux étages supérieurs. Ils entendent un bip d'alarme et réalisent qu'ils sont presque arrivés en haut. Rob vérifie le 50e étage, et il estime qu'il ne reste plus que 2 étages. Et il continue jusqu'à ce qu'il se retrouve sur le toit. Rob insiste pour qu'il continue, et il aide Lily à atteindre l'autre bâtiment. Hudson tourne la caméra vers lui, et il dit aux téléspectateurs que si la caméra s'éteint, ça voudra dire qu'il est mort. Puis, il continue à avancer. Le groupe se ferait un chemin sur le toit incliné et atteint la sortie de secours pour se mettre à l'abri. En bas, Rob trouve l'appartement de son ex-petite amie. Il défonce la porte et entre à l'intérieur pour la chercher. Il trouve Bess empalée sur une barre en métal. La jeune fille blessée se réveille et leur demande s'ils ont vraiment réussi à la retrouver. Rob la rassure que tout va bien, quand Bess réalise l'état dans lequel elle se trouve. Il pose la caméra, lui enlève la barre et bande sa blessure tandis qu'elle hurle de douleur. Tout à coup, ils aperçoivent la créature à l'extérieur de sa fenêtre et ils sortent la jeune femme de l'appartement pour la ramener sur le toit en pente. C'est alors que des avions de chasse larguent des bombes sur l'extraterrestre et le groupe se rend compte qu'il doit sortir de là avant qu'il ne soit trop tard. Ok, le monstre est juste devant leur fenêtre et il n'y a aucun moyen d'éviter de quitter ce bâtiment et de s'enfuir. Bess est gravement blessée et l'armée va rayer cet endroit de la carte d'ici 6 h du matin. Rob et ses amis doivent se rendre à l'hélicoptère le plus rapidement possible, sinon ils seront anéantis avec toute la ville. Le problème numéro 1, c'est de ne pas se faire tuer par la créature pendant qu'ils se dirigent vers l'hélicoptère. C'est pourquoi si c'était moi à leur place, j'aurais fait diversion en attirant la créature loin de moi pendant que je m'enfuirais de ce bâtiment. La créature semble réagir aux attaques, et elle reconnaît la présence d'humains, qu'elle recherche ensuite pour les tuer. Ce bâtiment tient à peine debout, et si je pouvais convaincre la créature que quelque chose ou quelqu'un se trouve dans ce bâtiment une fois que je serais assez loin, alors ça attirerait la créature vers le bâtiment pendant que j'entamerais ma dernière course folle à travers la ville. Rob et ses amis ont essayé d'entrer et de sortir de l'immeuble le plus rapidement possible, mais ils n'ont pas vérifié si la lumière et les arrivées d'eau fonctionnent dans l'appartement.
Si c'était moi, à leur place, j'ouvrirais tous les robinets du bâtiment à fond avant de quitter l'immeuble. De cette façon, toutes les baignoires, les douches et tous les éviers finiraient par déborder. Rob et ses amis doivent encore descendre 57 étages pour arriver en bas. Donc assez de temps pour que la pièce se remplisse d'eau pendant qu'ils descendent les escaliers. Le sommet de ce bâtiment ne tient qu'à un fil. Rob et ses amis marchent même très prudemment pour s'assurer qu'ils ne pèsent pas de tout leur poids et que l'édifice ne se dérobe pas sous leurs pieds. Le poids de l'eau en excès dans la pièce et son écoulement à travers les planchers devrait causer suffisamment de dégâts pour que l'édifice s'écroule enfin. Il faut espérer que le bâtiment en ruine s'effondre sur lui-même et ainsi attire le monstre vers lui. Pendant ce temps, mes amis et moi arriverions à l'aire d'atterrissage de l'hélicoptère et nous nous envolerions vers le soleil couchant. C'est très dangereux parce que le bâtiment peut s'effondrer alors qu'ils sont encore tout près, mais il est crucial de passer rapidement d'un bâtiment à l'autre. Il aurait été plus efficace si les amis s'étaient rendus à l'immeuble à vélo ou à moto. Ça aurait facilité encore une fois le déplacement entre les deux endroits. Ils courent à l'intérieur de l'autre bâtiment et tout à coup une créature qui ressemble à une araignée tombe du plafond. Rob parvient à la stopper net à l'aide d'une hache. Ils descendent dans le hall d'entrée et courent dans les rues alors que l'enfer se déchaîne. Ils repèrent la jambe du monstre et se dirigent vers la rue où des hélicoptères de secours les attendent. Les soldats se précipitent pour mettre Lily à l'abri et l'évacuer de la ville. Ils informent les autres qu'ils doivent attendre le prochain hélicoptère pendant qu'elle est évacuée. Le groupe se dirige vers un deuxième hélicoptère de secours et on les prévient que l'armée va commencer à bombarder la créature. Ils survolent la ville et Hudson observe le monstre qui fait des ravages sur tout Manhattan. C'est alors qu'il aperçoit un avion de chasse qui largue des bombes sur le monstre et il le regarde s'effondrer dans un nuage de fumée. Tout à coup, ils sautent vers leur hélicoptère et envoient l'appareil s'écraser, alors qu'ils craignent pour leur vie. Les survivants se relèvent après le crash et réalisent que Rob est dans un état critique. Ils le sortent de l'hélicoptère et il hurle de douleur. Alors qu'il s'apprête à se mettre à l'abri, Hudson revient en courant pour prendre la caméra. Mais il ne voit la gigantesque créature que quand elle est juste au-dessus de lui. Il se fige alors que la créature le regarde en face. Celle-ci s'élance vers l'homme et fait voler sa caméra. Hudson est mordu et littéralement coupé en deux, et ses amis ne peuvent rien faire pour le sauver. Les survivants courent vers Central Park pour se mettre à l'abri, et ils se cachent sous ce pont. Rob et Bess réalisent que pratiquement tous leurs amis sont morts, et qu'un monstre terrifiant se trouve toujours à l'extérieur. Rob tourne la caméra vers lui et annonce qu'il est 6h42 du matin, le 23 mai. Et il informe quiconque découvrira la caméra qu'une genre de créature extraterrestre a attaqué la ville il y a exactement 7 heures. Il pointe la caméra vers Bess et lui demande de dire quelque chose. Paniquée, Bess dit qu'elle n'a aucune idée de ce qui se passe, quand tout à coup, une bombe s'abat sur le pont et ils se retrouvent sous les décombres. Ils s'avouent leur amour l'un pour l'autre avant que la séquence ne soit coupée. En fin de compte, Bess et Rob ont appris une précieuse leçon. Il faut toujours être le premier à monter dans l'hélicoptère. Mais qu'en pensez-vous? Comment auriez-vous battu Cloverfield? Dites-le moi dans les commentaires ci-dessous. Merci beaucoup d'avoir regardé. Laissez un like, abonnez-vous et consultez la playlist de Comment battre pour d'autres vidéos comme celle-ci. Et d'ici la prochaine fois, passez une excellente journée!